Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct sur TLM aujourd'hui pour une table ronde sur le salon Classe Export PME, faites entendre votre voix. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons Madame Monica Monaco. Bonjour. Bonjour. Madame Chantal Dagneau. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Gilles Tesser. Bonjour. Bien. Donc, Monica Monaco, je vais rapidement vous présenter. Je crois que vous avez tout d'abord fait partie de la société Visa. Tout à fait. Oui. Oui. Et qu'aujourd'hui, vous êtes fondatrice d'un think tank Oui. appelé Pub Affaires Bruxelles. Et donc, vous êtes installée à Bruxelles. Tout à fait, oui. Je suis installée à Bruxelles depuis exactement 13 ans. Je suis arrivée à Bruxelles en tant que chargée de relations institutionnelles pour une grande entreprise de services financiers, Visa, les cartes de crédit. Et effectivement, il y a 2 ans, j'ai créé un petit think tank. Voilà. Ok, on reviendra sur les activités en tant que telles du think tank ultérieurement. Madame Chantal Dagneau, donc vous êtes juriste à l'origine, vous avez également fait Sciences Po ainsi que l'Université de Kent. Et aujourd'hui, vous êtes fondatrice d'une société qui s'appelle Influence et Stratégie. Institution, pardon, et Stratégie. Oui, exactement. Donc, cabinet Institutions et Stratégie, où l'objectif est de pouvoir accompagner les PME et les collectivités à défendre leurs intérêts. Alors, ça sera un peu l'objectif de la table ronde, mais également de les positionner dans le cadre des subventions européennes, aller chercher des sous à l'Europe. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui et c'est ce que je fais également. Très bien, merci beaucoup. Gilles, alors, vous êtes installé à Bruxelles, je crois que vous êtes de nationalité française, donc un Français Absolument. installé à Bruxelles. Vous avez fait partie de la société du cabinet Interel, Oui. il me semble, et vous avez vous-même fondé en 2001 une société qui s'appelle Arcturus. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots les activités de la société ? En gros, les mêmes. En fait, ça fait 15 ans maintenant qu'on est à Bruxelles. J'ai fondé il y a 13 ans le cabinet Arcturus qui a pour vocation la stratégie institutionnelle, c'est-à-dire d'accompagner les entreprises dans leur démarche institutionnelle en Europe et dans les États membres, parce que le monde communautaire ne s'arrête pas à Bruxelles. Et aussi, on a développé des leviers pour du développement de marché, parce qu'il arrive aussi que le monde institutionnel soit un vecteur de croissance et un vecteur d'opportunité pour le développement des entreprises et des marchés. Très bien, merci beaucoup. Donc Chantal, on va commencer par vous sur l'aspect de l'image en tant que telle du lobbying. Est-ce qu'aujourd'hui il existe une réglementation, sachant qu'en France, évidemment, le lobbying en tant que tel et l'influence même souffrent d'une image un peu cornée, on va dire. Alors, bien souvent, quand on pense lobbying, on pense aux machines opaques des multinationales et des grands groupes dans les couloirs du Parlement, que ce soit le Parlement national ou le Parlement européen. Et pourtant, en matière d'influence, la première raison qui peut pousser des PME à s'inscrire dans une démarche de lobbying, c'est l'utilité. Alors c'est sûr qu'historiquement en France, le conflit entre l'intérêt général et les intérêts privés fait que le lobbying a une perception un petit peu erronée de la réalité de ce métier-là, avec souvent des mots connexes associés au trafic d'influence et pots de vin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Nous avons un métier qui correspond à ça et Gilles pourra également nous le démontrer. Il y a des méthodes, il y a des démarches. Et effectivement, il y a une réglementation européenne qui existe avec l'inscription sur un registre. Et en France, depuis quelque temps également, ce registre est également là pour nous permettre d'accroître la transparence de notre démarche et permettre de dire effectivement, oui, nous sommes en relation avec les institutionnels, les pouvoirs publics, pour défendre des intérêts d'opérateurs économiques, mais en toute légitimité. Et surtout, on va vous démontrer parce qu'ils ont besoin de nous également, et ils ont besoin de vous, de savoir un peu comment ça se passe et quelles sont vos réalités. D'accord. Monica, du coup, dans le cadre du think tank qu'aujourd'hui vous présidez, quelles sont les actions justement de ce think tank à destination des PME aujourd'hui que vous pouvez proposer? Donc, tout d'abord, pourquoi j'ai créé ce think tank? Parce que avant, donc jusqu'il y a 2 ans, j'ai travaillé, comme je disais, pour une grande entreprise de services financiers en tant que lobbyiste à Bruxelles. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et je me suis vite aperçue que ce qu'on appelle les relations institutionnelles pures, donc vraiment écrire des amendements, envoyer des position papers et tout ça,
n'était pas suffisant pour donner une bonne impression et une bonne image de l'entreprise. Et souvent, ce qui était nécessaire, c'était plutôt avoir un dialogue, stimuler un dialogue sur des sujets précis. Donc l'idée m'est venue d'essayer de créer une petite structure. On est actuellement 5 personnes. Et cette structure donne de la visibilité aux acteurs qui travaillent avec nous sur des sujets précis. Je vous donne un exemple très simple. Une entreprise est intéressée à attirer l'attention de la Commission sur un point parce qu'ils souhaitent, ou ils ne souhaitent pas d'ailleurs, que ce point précis soit réglementé. Il n'y a aucune meilleure moyenne, déjà qu'exister à Bruxelles, donc se présenter en tant qu'acteur intéressé à l'Europe et à partir de ce moment-là, organiser peut-être une discussion sur le sujet qui leur tient à cœur. Cette discussion prend la forme d'un débat, c'est ce que nous on organise des débats, techniques à la fois et généralistes, de façon à avoir les représentants de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil dans le plateau, dans le débat, pour créer justement une plateforme neutre et publique, donc très transparente, pour revenir à votre point sur le lobbying, où les entreprises peuvent discuter et communiquer. On a ce programme de conférence en 2 langues, donc en anglais et aussi en français. On a par exemple dernièrement organisé, c'était le 7 octobre dernier, donc si vous allez sur notre site, vous trouverez toutes les informations, un débat en français sur l'efficacité énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a eu la demande par une entreprise française qui s'appelle Géo PLC, Géo Parrainer la Croissance, ils sont établis à Paris. Et ils s'occupent d'efficacité énergétique. Et ils sont très intéressés justement à échanger avec la Commission européenne. Donc on a organisé un débat sur l'efficacité énergétique où le PDG de l'entreprise en question a pu participer. On a eu à côté de lui dans le plateau le responsable des politiques en efficacité énergétique de la Commission européenne, un parlementaire du Parlement européen des Verts qui s'occupe de la question, qui a été rapporteur, donc responsable d'un dossier sur la question. Et dans la salle, il y avait les représentants permanents de différents pays, y compris la France, les industriels qui travaillent dans ce secteur, ainsi que, par exemple, les banques qui financent des projets d'investissement à long terme. Donc tout ce qui est lié aussi au projet efficacité énergétique. Chose qui a permis à cette entreprise, dans le cas précis, et je porte ce cas-là parce que c'est une entreprise française et on est bien en France ici, ça a permis à cette entreprise d'avoir à la fois tous les acteurs autour de la table, de pouvoir de quelque manière influencer la discussion et avoir aussi un retour par rapport à la discussion en termes d'influence avec ces acteurs. On a démarré un discours, on a démarré un lien, on a commencé à faire de façon que cette entreprise soit présente à Bruxelles concrètement. Et ceci a après débouché sur un certain nombre de contacts et de suites à l'événement. Voilà, donc nous on fait ça, on essaie d'ouvrir des portes et créer un espace pour le débat. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait. J'espère que c'est un peu clair. Je ne sais pas si c'est vraiment la façon de laquelle vous décrirez ça ici, mais j'essaie de vous donner un exemple concret pour vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que c'est des entreprises, souvent nos sponsors, qui n'ont pas un bureau à Bruxelles, qui ne sont pas établis tout le temps à Bruxelles, et donc ils ne sont pas exposés tous les jours aux décideurs. Donc on essaie de créer le pont. Voilà. Oui, bien sûr, Chantal, je vous en prie. Pour compléter justement ce que Monica vient de dire, sachez qu'en ce moment, la Commission européenne vient de lancer une consultation auprès des entreprises jusqu'au 15 décembre. Et cette consultation, c'est quoi? C'est tout simplement avoir une remontée de terrain donc pour les entreprises comme les vôtres au regard de la politique du Small Business Act. Alors je pense que c'est quelque chose qui vous parle, le Small Business Act qui vise à accroître la visibilité des PME dans le cadre des marchés publics. Et aujourd'hui, la Commission européenne nous demande notre opinion sur le sujet. Donc c'est complètement en phase avec ce qu'avec Monica disait. Vous avez la parole, l'opportunité de pouvoir exister sur le plan européen et de rentrer dans cette dynamique de lobbying. Le lobbying, c'est-à-dire influencer et faire remonter les informations en faveur de vos intérêts, bien évidemment. En tout cas, c'est une opportunité de prise de parole et c'est vraiment le point de départ. Oui, et si je peux juste compléter sur ça, c'est une opportunité de prise de parole qui est un départ pour une relation plus longue qui permet d'influencer en toute transparence le décideur. Si le décideur est convaincu que vous avez une expertise, il sera le premier à venir vous demander votre opinion pour savoir si ce qu'ils sont en train de faire est bon ou pas pour votre secteur.
Voilà, donc c'est assez transparent en fait. C'est un dialogue démocratique tout à fait normal dans une démocratie comme l'Europe, d'échanger avec les acteurs économiques et sociaux avant de commencer un nouveau projet, décider de comment gérer des fonds, etc. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour vous tester pour le premier exercice. Alors, du coup, en effet, merci beaucoup. Par rapport justement aux dirigeants d'entreprises PME ainsi que le public qui nous regarde, concrètement, comment fait-on en fait, pour répondre à cette demande ? Il faut aller sur un site particulier, s'inscrire ? Alors, pour ma part, moi, j'interviens beaucoup plus sur la partie du lobbying financier. Le lobbying, Gilles nous expliquera un peu plus. Il y a différentes typologies de lobbying. Moi, je suis plus sur le nouveau lobbying à la mode, à savoir le lobbying financier. Pourquoi ? Puisqu'en fait, j'accompagne les entreprises à pouvoir répondre à des appels d'offres dans le cadre des subventions européennes. Donc, les subventions européennes, c'est quoi ? C'est vous permettre d'avoir du financement pour vos projets de développement, bien évidemment. Sauf que les chiffres partent d'eux-mêmes. 3% des PME françaises se positionnent sur le plan européen, contre 26% au Danemark et voire 30% en Italie. Et essentiellement, bien souvent, non pas parce que vous avez des mauvais projets, au contraire, mais souvent, la démarche en amont, donc cette fameuse démarche de lobbying, de positionnement au préalable, se fait rarement. Et c'est bien souvent, c'est là que se fait la différence. Alors très concrètement, quand un appel d'offres est lancé, au Danemark, ce qu'ils font, ils prennent leur téléphone, ils appellent la DG, ils appellent la direction générale pour s'assurer qu'ils ont bien compris comment fonctionne le cahier des charges, est-ce que leur projet est en phase. Avant d'y répondre, la PME française, elle va se dire, bon déjà, il faut répondre en anglais, ça va être compliqué. Qui est-ce qui veut s'en charger en interne ? On répond, on envoie, on verra bien. Et là, tout de suite, ça passe pas la barre. Et si je peux rajouter quelque chose, je suis complètement d'accord avec ce que Chantal dit. Et en fait, c'est une question de perception. J'ai souvent le cas avec nos clients français, ils perçoivent les institutions européennes comme, premièrement, très loin d'eux, et deux, anglophones. Ceci n'est pas vrai. La majeure partie des documents sont bien sûr en anglais, mais vous serez étonné de savoir, par exemple, qu'au sein du Parlement européen, il y a 700 et quelques parlementaires, il y a une association de parlementaires francophones, donc des gens qui parlent parfaitement français, qui peuvent s'exprimer en français, toutes nationalités confondues, qui comptent 360 membres. Donc en fait, la moitié des parlementaires européens sont bilingues français. Vous ne le savez pas. Moi, je l'ai découvert il y a 2 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on donne la possibilité, comme il y a cette espèce de distance qui se crée par la langue, on donne la possibilité à nos clients francophones d'avoir des débats en français avec des députés et des gens de la Commission qui parlent français pour essayer de raccourcir cette distance qui en réalité est juste une question de perception. Il n'y a rien de plus près de vous qu'un parlementaire qui a été élu, un parlementaire européen qui a été élu dans votre circonscription, parce qu'il est responsable pour ses électeurs. Donc en fait, c'est très loin Bruxelles, mais en fait, Bruxelles, ça vient d'ici. Donc, c'est une notion que pas tout le monde a. Donc je me permets de la préciser et de la souligner parce qu'elle est très importante. Ça permet justement d'avoir moins peur d'aller à l'Europe et moins peur de créer ces liens qui en fait est fondamental, surtout actuellement. Voilà. Merci beaucoup. En effet, c'est une question de perception. Gilles, concernant justement l'action à Bruxelles, dans la société Arcturus, comment ça se passe concrètement quand vous êtes missionné sur une mission à Bruxelles ? Comment faites-vous ? Alors, en fait, c'est très simple. Là, on parlait d'intelligence économique tout à l'heure. Le premier acte, c'est de comprendre l'univers d'abord de l'entreprise dans lequel on se situe, son contexte économique et ses objectifs prioritaires. Donc en fait, on a déjà pas mal de dialogues avec le client pour comprendre son univers, comprendre quelles vont être ses priorités, et ensuite regarder un petit peu quel va être son environnement réglementaire et son environnement de politique publique. À la fois au niveau des réglementations européennes, mais aussi dans les traductions de ces réglementations dans les États membres. Parce que ce n'est pas à Bruxelles que vous allez faire du business, c'est dans les États membres. Et donc, c'est les problématiques de marché intérieur, les transpositions de normes, les transpositions de directives qui vont être un peu notre quotidien opérationnel pour les entreprises. Alors, j'insiste sur un point qu'ont déjà évoqué Monica et Chantal, c'est que l'Europe n'est pas française. On a pas mal participé à son élaboration, mais il y a quasiment une trentaine d'États membres aujourd'hui, il y a une vingtaine de langues qui sont parlées dans l'Union européenne, et donc nous, on a fait en tant que cabinet français le choix d'avoir une équipe extraordinairement internationale, puisqu'on a 17 nationalités différentes dans l'équipe. Pourquoi ? Parce que ça reste un monde de réseau. C'est-à-dire qu'un Espagnol ne parlera pas de la même façon à un Espagnol qu'à un Français, et par conséquent, c'est très important d'être capable
d'avoir cette connexion aux cultures de chacun des réseaux, de comparer l'information, de comprendre comment vont se positionner les États membres sur des problématiques extrêmement basiques, hein, de standards, etc., qui touchent l'entreprise tous les jours, mais qui n'ont pas la même valeur pour tous les États membres. Dans certains pays, je prends un exemple, dans les sous-traitances automobiles, des pays comme l'Espagne, des pays comme le Portugal, des pays comme la Roumanie vont avoir des positions très différentes que la France ou l'Allemagne, qui est à la fois sous-traitant, mais aussi qui sont des pays producteurs et qui, par conséquent, n'auront pas les mêmes positionnements sur la réglementation. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce panel d'accès au débat européen, de façon à comprendre comment vont se positionner chacun des acteurs et comment on va pouvoir agir au mieux des intérêts de notre client dans cet univers. Donc, première chose, comprendre. Deuxième chose, savoir qui, dans l'optique de l'entreprise, va être directement prescripteur, soit sur une réglementation, soit sur un financement européen, soit sur un positionnement sur une plateforme, et ensuite adapter un réseau qui soit pertinent, et je dirais pour les PME qui soit aussi pertinent en termes de taille, parce que le problème des PME, c'est qu'elles ne peuvent pas dégager non plus, ils ne peuvent pas monter à Bruxelles tous les jours, donc il faut qu'on soit, je dirais qu'il faut qu'il y ait un effet de choc quand les gens arrivent à Bruxelles, et qu'on soit capable très rapidement de les amener là où leur démarche aura le plus d'effets effectifs. Alors, je voudrais juste ajouter pour conclure un mot. Chantal a parlé des financements communautaires. Elle a tout à fait raison. Mais en même temps, généralement, les oreilles se dressent quand on parle de financement. Je dis alto fantasme. Parce que d'abord, les financements communautaires, c'est compliqué. C'est très long. C'est pas une panacée. Donc ça doit intervenir dans une stratégie globale. Il faut avoir un peu de temps. Et puis, il faut savoir quel type de financement on va aller chercher. Et puis voilà, l'Europe, elle est un peu comme... L'Europe bruxelloise, elle est un peu comme l'Europe en général. Elle court un peu après les fonds. Et on a vu ces derniers temps des programmes entiers qui disparaissaient parce qu'en fait, l'Union européenne n'avait plus les moyens de les financer. Donc là aussi, j'exhorte à la prudence. Et il nous est arrivé de conseiller à nos clients de renoncer à des financements ou de renoncer à des programmes de promotion qui, là, pour le coup, marchaient. Parce que parfois, les contraintes qui étaient imposées par l'Union européenne pour la promotion de tel ou tel produit, je pense à l'agroalimentaire en particulier, étaient tellement importantes que finalement, il valait mieux avoir moins d'aide, mais avoir plus d'autonomie dans ces démarches commerciales. Voilà, donc il faut raisonner en termes de bon sens, et c'est ce qu'on essaye de faire dans un univers qui reste éminemment administratif, donc qui parfois peut échapper au bon sens. Merci Gilles pour ce complément effectivement d'information au regard des financements. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour vous orienter et vous sensibiliser. Et l'objectif est non pas de vous faire aller au casse-pipe systématiquement pour financer vos projets, mais bien évidemment de le faire avec tout professionnalisme et avec un tableau bilan coût et avantages. Dans quelle mesure il est réellement stratégiquement important d'aller à l'Europe. Mais ça reste quand même potentiellement un effet de levier de financement complémentaire. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur sûr, l'effet de choc ? Parce que Gilles parlait d'effet de choc. Donc, l'effet de choc, il faudra que cet effet de choc, je suis tout à fait d'accord, il faut un effet de choc, on ne va pas à Bruxelles tous les jours quand on est en PME. Par contre, il faut que ça soit un choc positif. Donc, si vous allez à Bruxelles un jour, si je peux me permettre de vous conseiller ça, il faut que vous y allez pour montrer quelle est votre expertise et quel est votre dossier qui vous tient à cœur. Les deux à la fois. Je reviens à mon exemple de notre dernier débat en français. L'expertise de GeoPLC, c'est l'efficacité énergétique. Ils ont utilisé le débat pour discuter avec les décideurs, mais aussi pour distribuer dans la salle et aussi à notre liste de 22 500 personnes à Bruxelles, leur brochure en français et en anglais sur l'efficacité énergétique. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'ils ont fait une petite étude de la normative française qui est beaucoup plus avancée que les normes en matière d'efficacité énergétique dans les autres pays. Et du coup, le jour après l'événement, ils commencent à recevoir des mails d'entreprises hongroises, d'entreprises anglaises, d'entreprises irlandaises qui étaient dans la salle et qui voulaient comprendre pourquoi la loi en France était comme ça et comment est-ce qu'eux, ils avaient géré cette loi et est-ce que c'était bien pour leur secteur parce qu'ils étaient prêts à aller voir leur gouvernement au niveau national pour proposer un peu la même chose. Donc oui pour l'effet de choc, mais à ce moment-là, il faut que ce soit un choc positif pour vous. Donc, réfléchissez avant. Quelle est votre expertise? Quel est le dossier qui vous tient à cœur? Et à ce moment-là, je pense que vous êtes prêts, effectivement, pour un petit effet de choc à Bruxelles. Voilà. Ok, très bien. Se préparer, donc, avant. Absolument, oui. Donc, Chantal, alors justement, on parlait tout à l'heure un peu du rôle du secrétariat général aux affaires européennes, ainsi que Monica a également abordé la question sur les représentants permanents à Bruxelles.
quels sont leurs rôles? Alors effectivement, un petit hommage à Thierry Vautrin qui aurait dû être avec nous mais qui est retenu pour la grippe. Et donc il représente le service général des affaires européennes qui est donc un organisme rattaché directement auprès du Premier ministre. Et M. Vautrin assure avec son équipe donc justement la défense des positions françaises dans les négociations communautaires et européennes. Et aujourd'hui, pourquoi on travaille un petit peu ensemble, donc notamment Monica et moi-même avec lui, parce qu'il a tout simplement le souhait d'assurer les vraies positions françaises au regard de vos problématiques. Donc très intéressé par la remontée de terrain qu'on peut être amené à leur faire. Quand aujourd'hui la France s'engage dans le cadre d'Horizon 2020 en disant nous, la compétitivité des PME, ça passera par l'augmentation de 3% du volume d'affaires des chiffres d'entreprise, il faut que ces 3% soient la réalité de votre réalité au quotidien. Et notre rôle, nous, en tant que consultants, c'est de faire remonter cette information au CSGAE en disant attendez, aujourd'hui, les objectifs que vous avez prévus ne correspondent pas à la réalité. Parce que nous, voilà, les PME, quand on les accompagne, voilà leurs problématiques. Donc c'est ça qu'il faut faire remonter à Bruxelles. Indépendamment du lobbying financier que je peux être amené à faire pour les PME, le SGAE a l'opposition officielle et politique pour dire en France, voilà, sur la compétitivité des PME, il faudrait que l'Union européenne fasse ça, 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 ça. Monsieur Vautrin et son équipe ne peuvent pas le faire seuls, c'est également votre réalité. Et donc ça sert à ça, à faire la passerelle entre le terrain local et les orientations politiques. Ok, très bien. Cette création du SGAE, finalement, est assez récente dans l'histoire de la France. Comment expliquer, alors la question se tournerait plutôt vers Gilles, comment expliquer ce retard de la France, de nos entreprises françaises, par rapport à la matière du lobbying et de l'influence en général? J'aime pas parler en termes de retard. Je pense que l'Europe est un phénomène éminemment culturel. Les Allemands, par exemple, aujourd'hui, ont une... l'Europe est régionale et l'Europe, c'est des PME. Quand vous regardez les Italiens, quand vous regardez les Espagnols, quand vous regardez les Allemands, etc., la démarche des PME est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus vigoureuse et beaucoup plus systématique qu'en France. En France, on a une tradition de centralisation qui fait que soit on passe par des organismes prismes qui fait que... Et puis surtout parce que les PME sont souvent moins structurées, ont moins de ressources humaines, moins de moyens aussi que leurs grands homologues européens, et donc moins les réflexes d'aller vers ces... Cela dit, c'est pas vraiment un retard. Les entreprises françaises sont très dynamiques, les PME françaises sont très dynamiques. Après, je pense que voilà, il faut simplement les informer du fait qu'une démarche européenne, c'est une démarche qui est de bon sens, qui est extrêmement pratique. Et là, c'est pas de la politique européenne, c'est vraiment... il y a 2-3 outils qui sont immédiatement connectables au développement de l'entreprise et que par conséquent, il ne faut pas avoir peur d'y aller et qu'en plus, ça ne coûte pas extrêmement cher. Aujourd'hui, alors, la France n'est pas en retard en Europe. Le problème de la France, c'est qu'elle a vécu l'Europe comme elle s'est vécue elle-même, c'est-à-dire de façon extrêmement centralisée. On en est un peu resté à la Commission Delors. C'est-à-dire qu'à nos années de gloire européenne, on n'a pas vu que ça s'était considérablement élargi et qu'en fait, ce n'est pas une question de perte d'influence, c'est qu'il faut gérer notre influence différemment. Il faut la gérer avec des êtres aussi bizarres que des Estoniens, des gens qui sont aux confins de l'Empire, mais qui sont des gens qui aujourd'hui, et surtout dans la nouvelle commission, je ne sais pas si vous avez vu le panel des nouveaux commissaires, mais bon, il n'y a pas beaucoup de vieux Européens là-dedans, à part Juncker et un Portugais qui est vice-président, je crois encore, je ne suis même pas sûr, oui, qui est vice-président. Et voilà, donc en fait, il faut aller en toute confiance vers cette formidable opportunité qu'est l'Europe. Le SGAE joue un rôle extrêmement important parce que c'est lui qui coordonne et qui porte le choc des positions françaises dans les grands textes communautaires. Souvent, nous, on coopère avec lui parce que justement, on lui apporte cette connexion aux autres réseaux européens et c'est une information extrêmement utile pour sa propre négociation. Et puis voilà, donc le SGAE, alors il faut quand même pas oublier un truc, ne jamais sous-estimer, que ce soit en France ou ailleurs, la désorganisation administrative et le manque de coordination. Donc même quand vous êtes en contact avec l'ARP et le SGAE, et que vous êtes sur un dossier extrêmement pratique, etc., toujours s'assurer que les 2 ou 3 ministères
qui sont coordonnées par le SGE sont aussi au courant. Et s'assurer que tout le monde a le même niveau d'information, parce que sinon, c'est la catastrophe. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on soit si en retard que ça. Je pense que petit à petit, la France se rend compte que voilà, l'Europe est un fait régional, ce n'est pas un fait national, qu'il existe des choses en Europe qu'on ne connaît pas, qui sont par exemple le comité des régions européennes, qui sont aussi une espèce de forum des décideurs politiques locaux en Europe, qui sont des prescripteurs directs pour les entreprises, parce que c'est des gens qui ont des budgets au-delà des budgets communautaires. Et voilà, c'est juste un instrument qu'il faut qu'on apprenne à domestiquer, à approcher. Et voilà, si on ne parle pas l'anglais ou mal, c'est pas grave, on prend quelqu'un qui le parle. Et puis, se méfier en revanche du bilinguisme communautaire, ça peut parfois porter à quelques incompréhensions. Oui, ça c'est sûr. Et par rapport justement à la représentation des pays à Bruxelles, donc ces fameux permanents, est-ce qu'on peut dire, ça c'est une question assez ouverte à tous les trois, est-ce qu'on peut dire que le nombre de ces permanents fait la force par rapport à leur représentation qu'ils ont à Bruxelles ou pas du tout, ça n'a rien à voir? Déjà, si je peux juste ajouter quelque chose sur la SGAE, je ne suis pas française, je suis italienne, je parle français, c'est ma 5e langue, donc je m'excuse pour la qualité de mon français, mais la SGAE, je trouve, a un rôle très important parce que ça permet justement de mettre en lien des gens comme moi, qui sont à Bruxelles, qui connaissent ce qui se passe à Bruxelles, l'Europe, comment gérer tout ça, avec les PME. Donc déjà là, il y a un pont. Et alors, pour venir à votre question, un pont en plus très efficace. Je trouve que le dialogue fonctionne très bien. Pour revenir à votre question sur les 28 États membres, les représentances permanentes ont à la fois un rôle de représentance des intérêts nationaux et de négociation avec les autres pays. Et je trouve que nonobstant la diversité d'approche, la diversité culturelle, le fait qu'ils soient aussi nombreux permet aussi d'avoir la légitimité pour des changements, tant d'un point de vue législatif que d'un point de vue de positionnement, s'ils sont supportés par plusieurs pays. Par exemple, une petite PME française peut avoir le même point de vue sur une question juridique européenne qu'une petite PME dans un autre pays, admettons, je sais pas, on va dire la Suède. Et le fait que tous les deux communiquent avec leurs représentants permanents de leur pays à Bruxelles leur permet de présenter le même problème de 2 points de vue différents. Alors, ce que je conseille en général à mes sponsors pour mes événements, c'est de solliciter leur équivalent dans les autres pays, parce que l'effet final, s'il y a plus de PME, de petites entreprises dans plusieurs pays qui ont le même problème, ce problème va être présenté aux législateurs comme quelque chose d'objectif et pas national, mais comme quelque chose d'absolument nécessaire pour l'économie et le développement de l'Europe elle-même, pas d'un seul pays. Donc ça donne, si vous voulez, de la force à l'argumentaire, ça donne de la force à votre point. Donc l'idée d'aller chercher un peu plus loin un appui et de passer par votre représentant permanent à Bruxelles est très important parce que ça donne immédiatement plus de pouvoir de négociation sur l'objet et la question qui vous tient à cœur. Donc même de la légitimité en fait. Et de la légitimité parce que ça devient objectif. Vous voyez, ça devient un point objectif. Si on va discuter d'aide d'État, nous, on a fait un événement l'année dernière, le 4 mars, sur l'aide d'État, la notion d'aide d'État. Pourquoi? Parce qu'il y avait une consultation de la Commission européenne sur la notion d'aide d'État. Cette consultation terminait le 14 mars et nous, le 4 mars, on a fait un événement sur cela. Dans la salle, il y avait des objections sur la notion d'aide d'État en provenance de tous les pays, y compris la France. Pour la France, il y avait M. Yano, du SGAE, qui est intervenu dans le débat. Les gens de la commission qui étaient là, qui ont écrit la consultation, qui vont réglementer la notion d'aide d'État et qui étaient nos orateurs, ont pu écouter quels étaient les problèmes dans leur texte, quels étaient éventuellement les effets négatifs de ces textes, pas que par des entreprises françaises, pas que par la représentance permanente française, mais par tous les gens présents. Du coup, ça devient objectif comme point. Ça devient une nécessité objective, pas politique. Les gouvernements sont de différentes couleurs politiques. Pas en question culturelle, différentes cultures, mais juste une nécessité de changer quelque chose. Donc ça donne du pouvoir à l'argumentaire de la légitimité, oui. Gilles, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter et préciser, ce que dit Monica est tout à fait vrai, il faut entrer à Bruxelles avec un esprit de coalition. Alors maintenant, je voudrais juste un peu relativiser le rôle des représentations nationales. Parce que, alors là je parle ni de la France ni des autres, il faut comprendre par exemple que pour les Allemands, la représentation de la région Bavière, enfin du Land de Bavière,
ou du Land du Baden-Württemberg est plus grosse que la représentation fédérale. Quand nous, on a besoin d'avoir une position de l'Allemagne sur un secteur particulier, etc., on va pas voir la représentation permanente allemande. On va voir la région qui a le plus d'impact économique en Allemagne. Sur certains dossiers, on va voir la représentation de l'Écosse avant d'aller voir la représentation du Royaume-Uni. Parce qu'on sait que si l'Écosse dit qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel aspect d'un texte ou d'un standard, etc., la représentation permanente britannique, enfin, du Royaume-Uni, ne prendra pas la position. Donc il ne faut jamais sous-estimer l'effet direct que peut avoir la région. Ce qui est intéressant dans la région, c'est qu'en plus, vous avez des coopérations interrégionales. La région Rhône-Alpes est extrêmement active au niveau européen, mais beaucoup d'autres régions françaises. Et vous avez aussi des faisceaux directs. Et pour les entreprises, parfois, c'est plus intéressant de passer directement par l'échelon régional que de passer par les échelons nationaux, où vous vous perdez dans des prismes de décisions plus ou moins longues, alors que vous avez la possibilité d'activer des programmes régionaux ou aussi des démarches interentreprises au niveau régional qui sont souvent beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces. Alors, très bien. Nous avons abordé un petit peu les avantages en tant que tels pour les PME de faire appel à la matière du lobbying, ainsi que les avantages pour les décideurs d'écouter finalement votre parole. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces deux aspects, avantages? Aujourd'hui, quels sont les intérêts des PME de faire entendre leur voix à Bruxelles et quels sont les intérêts des décideurs d'écouter ces voix à Bruxelles? Peut-être, Monica, allez-y. Pour les PME, c'est intéressant quand même de savoir quelles sont les réglementations futures qui vont conditionner leur business plan, leur développement et aussi leur existence dans le marché. Donc déjà, il y a un premier intérêt qui est celui de comprendre ce que la Commission va faire. Par exemple, maintenant, c'est un très bon moment. Il y a un nouveau Parlement. La nouvelle Commission a commencé à travailler le 1er novembre. Il y a de nouveaux commissaires. Il faudrait comprendre quel est leur programme de travail pour les années à venir. Donc il y a déjà une nécessité, d'après moi, d'être présent pour créer un dialogue et comprendre vers quelle orientation la politique qui vous concerne, qui concerne votre secteur, va aller et quelles sont peut-être les nouvelles normes. Donc, première question, pour tout ce qui est futur, pour tout ce qui est présent, comme Gilles le disait, il y a la transposition de beaucoup de directives. Les directives sont assez flexibles, donc en transposition, on parle d'harmonisation maximale, donc il y a une certaine autonomie pour les États membres pour la transposition au niveau national. Donc, ça serait une bonne idée aussi d'être présent à Bruxelles avec votre représentance permanente pour comprendre comment ça va être transposé au niveau national, parce que ça va vous affecter sur encore plus court terme. Et puis, en termes de visibilité, c'est le troisième point, et c'est là que ce que moi je fais rentre dans ce cadre. Il faut essayer de tisser des liens. Tisser des liens avec des acteurs qui sont présents dans le même secteur que vous, tant d'un point de vue entreprise que d'un point de vue Parlement européen, que d'un point de vue Commission européenne. Tisser des liens de façon à être reconnu comme un expert sur le sujet. Parce que l'expertise a une valeur, qui n'est pas juste une valeur monétaire à Bruxelles. Si vous voulez, le législateur n'a pas beaucoup de temps et il est souvent moins technique que vous. Donc il faudrait leur faire présent que vous existez, que vous connaissez la matière très bien. Ça vous permet de créer un dialogue et du coup d'être consulté de façon formelle et informelle pour tout développement législatif et régulateur dans le secteur dans lequel vous êtes présent. Donc c'est important aussi pour vous, pour votre futur et d'un point de vue stratégique pour le futur de votre entreprise. On a vu des cas où la réglementation a complètement détruit un business plan. Donc autant savoir qu'est-ce qui va être pour vous la réalité réglementaire dans 3 ou 4 ans par exemple. C'est un moyen très précis de pouvoir avoir aussi une stratégie compatible avec le cadre réglementaire futur. Pour compléter ce que Monica disait et pour insister surtout pour les nouveaux qui viennent d'arriver, la consultation publique actuelle lancée par la Commission européenne sur ces réglementations des marchés publics notamment est une opportunité pour vous, sans travestir vraiment le quotidien, votre quotidien économique, de pouvoir exister à Bruxelles. Parce que finalement, influencer, c'est quoi? C'est tout simplement exister par les moyens qui sont à votre disposition, bien évidemment. Et le but, c'est d'exister pour
collaborer dans cette philosophie européenne. Effectivement, au-delà des barrières, au-delà des cultures, on a une valeur ajoutée française à faire valoir à l'Europe. L'Europe n'attend plus que nous. Alors moi, pour vous donner une anecdote, par exemple, et je reviens sur le lobbying financier qui est mon quotidien, paradoxalement, sur certaines thématiques, des fois la Commission européenne nous dit « mais où sont les PME françaises ?» Il y en a très peu qui répondent et il y a des programmes qui disparaissent, non pas parce qu'on veut qu'elles disparaissent, parce que personne n'y va. Donc du coup, l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande. L'Europe, c'est quoi? C'est nous, c'est les différents pays avec une politique unifiée et cette offre, c'est vous. Donc du coup, il faut vraiment qu'il y ait dans votre posture une adéquation entre ce que l'Europe peut vous offrir et ce que vous avez apporté à l'Europe au quotidien. D'accord. Et du coup, Gilles, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, de façon très concrète, l'Europe est un outil pour les PME. Oui, c'est important de faire connaître la position des PME dans les grands textes parce que très souvent, c'est trusté par les grands groupes ou les grandes fédérations et il y a une sous-représentation des intérêts des PME où souvent, c'est des technologies dominantes qui sont présentées et je dirais les plus innovants, les petites PME, etc., ont plus de mal à se faire connaître. Donc, il faut se battre. Mais surtout aussi, l'Europe, c'est une formidable centrifugeuse, c'est une formidable plateforme. Pour donner 2-3 exemples très concrets, pour une PME francilienne, une PME de Rhône-Alpes qui créait des petites, c'était des chips de reconnaissance de sécurité. Et en fait, on a présenté cette technologie. C'est une toute petite entreprise. Pour elle, aller voir tous les acteurs du marché en Europe, c'était un effort en termes de force commerciale qui était considérable. On les a fait monter à l'Organisation mondiale des douanes qui est à Bruxelles. Donc il n'y a pas que l'Européen qui est à Bruxelles. Et à travers ça, en fait, ils ont été référencés et c'est les douanes qui les ont fait tester auprès de tous leurs grands référents. Donc en fait, ils ont eu un accès direct à 200 clients potentiels en déplaçant juste un gars à Bruxelles et en faisant 3 courriers et en mettant leur technologie à la disposition des douanes, etc. Donc ça peut être un relais extrêmement efficace pour gagner du temps et gagner de l'argent. Et puis ça peut être aussi, il faut regarder, on disait tout à l'heure qu'il y a Bruxelles, et surtout la transposition, et c'est souvent ce qui intéresse les PME. Quand vous allez sur un marché, c'est comment vous allez être traité, c'est-à-dire comment vos standards, comment vos marchés vont être traités localement. Et puis aussi, parfois, des aides financières locales qui ne sont pas des aides communautaires, mais qui sont déjà des programmes opérationnels qui ont été votés dans un pays et qui, par exemple, permettent, on l'a fait récemment pour une PME de la région ici, qui avait une technologie intéressante pour les pays d'Europe de l'Est, qui faisait de l'upgrading en fait, de stations industrielles. Et en fait, on a trouvé des financements locaux qui permettaient d'aller voir l'industriel en lui disant bah, « écoutez, nous, on vous vend votre produit et en même temps, on vous aide à aller solliciter le financement communautaire qui va vous permettre de le financer. » Parce que quand vous allez en Pologne, en Roumanie, etc., et que vous allez vendre un truc un peu innovant, un peu technologique, la première question qui va se poser, c'est combien ça coûte. Et les gars vont pas se précipiter parce que tout le monde a ses petits problèmes. Donc si en plus vous arrivez en ayant identifié le financement communautaire qui va vous aider finalement à vendre, et bien quelque part vous marquez des points aussi en termes de marketing. Donc là, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. Voilà. Donc, c'est l'occasion aussi de collaborer avec d'autres pays européens et de passer le pas à l'international justement en se disant nous aujourd'hui on voudrait s'implanter en Europe, comment on fait, et ces projets collaboratifs qui permettent des financements européens notamment dans le cadre de la R&D sont aussi un moyen effectivement pour compléter ce que vous dites Gilles, de pouvoir se positionner. C'est un très bon exemple parce qu'en Allemagne récemment on a une entreprise française, une PME française qui fait de l'optimisation énergétique. Et en fait, elle n'arrivait pas à passer les barrières françaises. Donc on l'a envoyé en Allemagne en lui disant, voilà, il y a 6 plateformes en Allemagne avec plus d'1 milliard d'investissements de la part du gouvernement allemand. Alors l'avantage du gouvernement allemand et des régions allemandes, parce que c'est elles qui gèrent ces plateformes, c'est que quand c'est voté, dans les 3 mois, vous avez les financements, pas dans les 10 ans. Donc en fait, on l'a envoyé en Allemagne. Et ce qui nous a amusé, quand on a dit, vous allez voir en plus, vous allez partir en Allemagne, vous allez rentrer comme référent dans des technologies et dans les secteurs industriels allemands. Et ensuite, vous allez revenir en France avec un brevet allemand et vous allez être fascinant pour les Français. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les Français achètent la technologie parce qu'ils croient qu'elle est allemande, alors qu'en fait, c'est juste une technologie française qui est rentrée dans les industries allemandes et qui est revenue. Ce qui est encore plus amusant, c'est que maintenant que tout le monde pense que c'est une technologie allemande, alors qu'elle est française, les Américains s'y intéressent parce que les Américains trouvent que les technologies allemandes ont toujours un présupposé de sérieux. Voilà. Mais on est très bon aussi. Et là, on est au cœur de l'influence, effectivement.
Exactement, et au cœur surtout de la prise de marché par nos PME grâce à l'outil qu'est le lobbying, notamment sur Bruxelles. Écoutez, merci infiniment pour votre présentation, pour avoir répondu à nos questions. On espère que cela a été concret pour vous tous, voilà, qui nous avez suivis. Nous nous retrouvons dans un instant sur une autre table ronde concernant la géostratégie sur l'Afrique et les nouveaux réseaux d'influence. Merci beaucoup à tous, au revoir.